Bonjour, bienvenue à la présentation de Novalia. Nous allons aujourd'hui parler de la maîtrise globale des risques. Nous allons parler de la plupart des risques que peuvent rencontrer les responsables HSE sur les sites. Novalia est un bureau de conseil et un créateur d'applications web indépendant qui a été créé en 2003. Donc au départ, historiquement, on s'occupait surtout d'environnement, d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, mais progressivement, on a élargi notre expertise dans le domaine de la conformité, notamment réglementaire, et en fait, on propose une prestation globale pour maîtriser les risques d'un site, d'une entreprise. Et nous avons également développé nos propres applications web qui nous aident justement et qui aident les entreprises à gérer ces risques. Donc, Novalia traite en gros 130 clients par an, beaucoup de très gros à cause des différentes spécialisations qu'on va vous exposer par la suite. Il y a clairement une prédominance chimie-pharmacie en ce moment, très clairement, sans oublier l'assaut aviation. On fait beaucoup d'énergie aussi, et c'est donc plus le risque, évidemment, du site est élevé, plus notre intervention peut donner de la valeur. En gros, c'est 2 tiers de veille et conformité réglementaire et normative, un quart de conseil et formation HSE, qui est quand même cependant notre ADN de base, et 10% de stratégie de développement informatique, et en gros 2 tiers Europe et un gros tiers Maghreb-Afrique. Alors, pour résumer la chose, donc on a 4 prestations, de la veille de la conformité, du conseil de l'assistance, des formations, qu'il ne faut pas oublier, et des applications web de plus en plus sur mesure. Donc, en gros, les applications web qu'on a, nos clients les customisent, on va appeler ça comme ça, de plus en plus fréquemment. Alors, on a du Datadog et du Calliope. Bon courage à ceux d'entre vous qui ne sont pas encore passés sous ces fourches codines, mais il faut le faire. En cours en 14001, parce qu'il faut quand même, à force de prêcher le 14001 chez nos clients, on finisse par y passer aussi. Et on a tout un développement récent, il faut dire, et il faut l'avouer, concernant la démarche RSE qu'on avait commencé il y a quelques années et qu'on recommence cette année en termes de dossiers prioritaires pour 2022. Voilà. Sur les sujets essentiels, donc je me permets de faire le premier. Ensuite, je passerai la parole à Michael. D'une manière globale, en parlant de risque et en parlant de la philosophie générale, il y a toujours, en termes de évaluation et maîtrise des risques, 2 approches. Une approche de haut en bas. J'impose à mon site et à mes collègues et à mes subordonnés un certain nombre de choses, ce qui marche de manière limitative, on va le voir, et une autre culture, qui est celle de bas en haut, où on fait naître des règles depuis le collaborateur et l'atelier, on les fait remonter et consolider, et on aboutit à ça avec une véritable culture sécurité. Et c'est bien le message quasi essentiel de cet après-midi pour nous, c'est de dire faites partir le plus d'initiatives possibles des ateliers et des collaborateurs ou des opérateurs, et vous aurez un résultat qui est bien meilleur. Alors, je ne parle pas de sujets comme justement celui qui vient, qui est de la veille et conformité réglementaire, parce que celui-là, il est clairement de haut en bas, mais pour tout le reste, et Michael insistera sur ce point, il est absolument essentiel de faire partir l'ensemble des initiatives par une véritable culture sécurité partagée. C'est la seule manière à moyen et long terme de faire baisser les fréquences gravité des accidents. Alors, pour parler de l'évaluation du risque, alors qui est assez franco-française, il faut avouer, parce qu'évidemment, la densité de la réglementation et du monde normatif en France est beaucoup plus importante que peut-être dans d'autres pays. Et donc, à partir du moment où vous avez mis de côté le risque réglementaire en France, tout du moins, vous avez fait une grande partie de l'analyse des risques, parce que dans la réglementation, il y a tout. Alors, ce risque réglementaire, il est basé sur un principe très simple, qui est que nul n'est censé ignorer la loi. En gros, si vous prenez une voiture, il est fortement conseillé de lire le code de la route avant de le prendre,
C'est la même chose pour les réglementations HSE, transport, etc. À un détail près, c'est que contrairement au code de la route, ces réglementations changent souvent, elles sont techniquement souvent très ardues et elles évoluent très vite. Mais le principe, il est bien là, la justification de la réglementation, enfin de la nécessité de s'adresser à ce risque réglementaire, c'est de ne pas ignorer la loi. Car derrière, dans tous les systèmes juridiques dans le monde entier, le fait d'ignorer la loi a des conséquences pénales, civiles, administratives qui sont graves. Donc, il faut les éviter. Alors, si je prends l'exemple de la France, mais aussi d'autres pays, en gros, on a un motivateur principal qui s'appelle l'ADREAL, ou la médecine du travail, ou l'inspection du travail, bref, les autorités de l'État, qui évidemment sont très tatillonnes sur la connaissance des textes et des exigences applicables à une situation ou un site donné. Il y a une pression de plus en plus importante des assureurs qui, en gros, subordonnent le remboursement d'un certain nombre d'accidents au fait d'être certain que le site connaissait la loi et l'applique. Il y a évidemment les exigences bien connues, les normes 14001, 45001, 50001, qui obligent les sites industriels et autres activités qui sont certifiés de se pencher en détail sur cette question de connaissance de la réglementation et des exigences. Il y a de plus en plus, on remarque des exigences internes de la part des grands groupes, c'est-à-dire que vient s'additionner à la réglementation des exigences grands groupes. Et la première exigence, c'est de respecter la réglementation locale, ce qui n'est pas toujours simple à connaître selon les pays dans lesquels vous êtes. Et à la fin, vous avez de plus en plus de pression client, y compris quant au respect des normes, qui vous enferment dans une espèce d'obligation de respecter réglementation et normes. Voilà un peu la situation de départ. Donc, en réalité, le problème n'est pas, une fois que vous avez épuisé les plaisirs d'Excel en veille et conformité réglementaire, en réalité, il y a trois choses qui se cachent toujours derrière. Enfin, Excel, c'est une application, si j'ose dire. Donc, vous avez des colonnes, des lignes, et des additions et des soustractions. En réalité, Excel montre très vite ses limites en termes de base de données. Et sans expertise, conseil, formation, il est très compliqué, externe s'entend, de se retrouver dans cette jungle réglementaire. Alors, sont concernés par cette affaire tout le monde. Alors, si on reprend un peu l'historique, je suis désolé de jouer au vieux qui est là depuis des années et qui observe ce qui se passe sur le terrain, mais c'est vrai qu'on avait une très grande concentration faite sur les sites industriels. De ces sites industriels, on a commencé à s'intéresser un peu plus tard aux sites logistiques et aux magasins, encore un peu plus tard aux hôpitaux, encore un peu plus tard aux projets et chantiers, et maintenant, et surtout depuis le Covid peut-être, l'obsession, entre guillemets, du respect de la réglementation et des exigences applicables a été renforcée et s'étend de plus en plus à des secteurs très différents. On travaille actuellement pour des grandes banques en risque réglementaire, autant que pour des universités, comme on le faisait historiquement toujours avec les sites industriels et les sites logistiques. Alors, l'application web qu'on a faite, il y en a d'autres sur le marché qui sont évidemment moins bonnes, comme vous vous en doutez. Mais la nôtre, en tout cas, est basée en mode SaaS, donc avec l'URL qui fait image du milieu arriver sur une arborescence avec différents sites reliés à des pays qui sont reliés à un groupe. Et on va donner aux sites industriels, mais aussi en consolidation, la possibilité de connaître la réglementation, de faire ses évaluations de conformité et surtout de faire des suivis de plan d'action. Donc, je pense qu'il est devenu indispensable, quel que soit le choix que vous pouvez faire, d'avoir maintenant une digitalisation de la conformité réglementaire et de la conformité normative, parce qu'on est arrivé au bout
des possibilités d'Excel qu'on a pratiquées, nous, pendant des années. On connaît bien le sujet, mais il y a un moment où simplement la complexité et le renouvellement des informations fait qu'il est quasi impossible de s'en sortir sans une digitalisation de l'ensemble du process. Voilà, donc ça ressemble en gros à ça. Il y a un moment où je dois avoir un résumé en accueil, le nombre d'exigences applicables, celles que j'ai à évaluer. Donc, c'est un site pilote qui s'appelle Novalia, qui n'est pas très bon parce qu'il y a encore 27 962 exigences à évaluer. On voit les nouveaux textes des 90 derniers jours, en haut à droite, les taux d'avancement des différents sites, les taux de conformité des différents sites, qui sont évidemment des millions de litres de lignes d'information qu'on arrive à concrétiser avec des bases de données assez sioux, de telle manière à avoir des données en ligne pour l'ensemble des sites à l'instant T. Voilà l'idée. Alors, le point majeur reste les facilités qui peuvent être données ou non aux évaluations de conformité et à la génération et au suivi des plans d'action. Parce qu'une fois que vous avez vos X milliers d'exigences applicables connues, le problème est d'évaluer les X milliers d'exigences et à partir du moment où vous tombez sur des non-conformités, avoir un plan d'action qui vous permet de les lever. Alors tout ça est un système avec des workflows intégrés qui permettent de déléguer la tâche de la surveillance de l'avancement des plans d'action à la machine plutôt qu'à vous-même. Voilà, et donc ces bases de données sont articulées tout à fait, j'allais dire classiquement, avec des bases de données où on a en gros 9000 textes et des brouettes maintenant, je crois qu'on arrive à 10 000. Alors, il n'y a pas que la France, c'est l'Europe, je vous rassure, il y a encore quelques autres pays, mais ça fait quand même 10 000 textes dans les domaines qui sont cités ici. On va faire une extraction de ces 10 000 textes pour prendre la base de données sur les textes applicables à un site donné ou à plusieurs sites donnés, et on va rajouter des textes spécifiques qui sont les arrêtés préfectoraux pour la France ou des exigences clients ou que sais-je. Et de cela, de ces bases de données, on va avoir 4 modules à l'application web, qui sont les évals de conformité, les plans d'action, les indicateurs et de l'assistance en ligne. Voilà comment le système fonctionne, que ce soit chez nos chers confrères ou nous-mêmes. On a toujours la même manière de raisonner, c'est-à-dire de partir d'une bibliothèque générale qui s'appelle une base de données générale et en extraire la subscientifique moelle pour avoir les bases de données personnalisées. Voilà l'idée de bataille. Et la deuxième idée de bataille en veille réglementaire actuellement, c'est de partager les tâches qui viennent des plans d'action à travers les sites ou les sites, de telle manière à associer les travaux neufs, la prod, la logistique, les énergies, etc., à la levée des non-conformités et à sortir donc du HSE, qui est ce qui s'est passé pendant des années, faire participer les autres personnes des sites à la levée des non-conformités parce que c'est pédagogiquement et du point de vue de l'efficacité tout à fait utile. Voilà l'idée en très gros de tout ça, sachant que derrière les dernières slides sur le sujet, les bases de données, c'est très bien, les applications web, c'est encore mieux, et le conseil et l'expertise qui vient derrière, c'est la cerise sur le gâteau, ou c'est peut-être le contraire, c'est peut-être le gâteau, et le reste n'était que la cerise. Il faut procéder en tout état de cause à un établissement des registres réglementaires, donc l'état initial, le cas échéant de reprendre les données Excel existantes, d'intégrer d'autres exigences aux bases de données, le cas échéant de faire des grilles d'audit, ça c'est aucun problème. Enfin, le problème se pose, pardon, c'est dans l'autre sens, pour par exemple les chantiers, où il faut faire des évaluations. Un chantier, c'est un site provisoire. Donc, la grille d'audit va permettre de simplifier l'approche réglementaire, des assistances aux évaluations de conformité, des bulletins de veille, etc.
Donc, toute cette affaire-là ne fonctionne qu'avec un appui d'expertise important derrière, parce que si je reprends sur une centrale thermique EDF, pour prendre l'exemple typique, 10 000 exigences en environnement, 9 000 en sécurité, et encore faut-il les lire, les connaître et les interpréter. Et c'est quelque chose qui est devenu spécifiquement en France extrêmement compliqué à faire sans un appui externe. Voilà, et donc ce risque réglementaire et normatif devient de plus en plus prégnant, on va appeler ça comme ça, dans le sens où la pression de tous les gens qu'on a vus avant, qu'il s'agisse d'Adréal, des clients, des assureurs, ou que sais-je, est de plus en plus forte, sauf que le problème est de plus en plus compliqué et qu'il y a un moment où il faut le résoudre à l'échelle des sites, des divisions et des grands groupes, ce qui est un défi important, surtout au début. Je cite juste RATP, pour lequel on a juste repris le flambeau de veille de conformité réglementaire de RATP. On imagine qu'avec 17 ou 18 directions, avec des métiers complètement différents, dans des endroits différents et avec des soucis et des textes différents, il est compliqué de s'en sortir sans une application, des bases de données et une équipe de soutien. Donc, on va enchaîner sur les risques professionnels, parce qu'effectivement, la première grosse partie, on va dire, d'un responsable HSE ou en tout cas dans une entreprise, son travail principal de base, c'est de connaître la réglementation qui est applicable à son site. Donc, l'idée, c'est d'avoir l'ensemble des textes qui sont applicables. Le deuxième gros morceau qu'a comme devoir un responsable HSE dans une entreprise, c'est d'établir, ou en tout cas de faire établir l'évaluation des risques professionnels pour l'ensemble des postes de travail qui sont occupés dans son entreprise. Donc, vous avez peut-être certainement vu ces dernières semaines, ces derniers mois, la réglementation a évolué, notamment sur le document unique. Donc, c'est l'évaluation des risques qui se transcrit aujourd'hui dans ce qu'on appelle en France le document unique. Pour donner d'autres exemples, en Suisse, par exemple, on aura plus le portefeuille des phénomènes dangereux qui est établi par la SUVA, ou en tout cas, c'est une méthode de la SUVA. Et dans d'autres pays, on est plus libre, on va dire, de faire l'évaluation des risques en utilisant le document qu'on souhaite. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est obligatoire. Les nouveaux textes aujourd'hui redéfinissent un peu plus clairement le contenu qu'il doit y avoir dans le document unique, mais également la nouveauté, c'est la dématérialisation de ce document unique, qui est une obligation pour certaines catégories d'entreprises de mettre en ligne le document unique. Donc, il faut bien faire la différence entre dématérialisation et digitalisation, c'est-à-dire que vous pouvez continuer très facilement et très bien à utiliser des fichiers Excel, comme aujourd'hui ça se fait dans les 80% des entreprises. Et la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il faut le mettre sur une plateforme dématérialisée, mais on peut continuer à fonctionner sur Excel. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'outil qui est le plus adapté pour la plupart des entreprises parce que c'est facile d'accès, c'est facile d'utilisation, facilement modifiable. Donc, aujourd'hui, Novalia, on travaille également avec nos clients sur ce type de fichier Excel qu'on aide à mettre en place, qu'on aide à personnaliser, qu'on aide également à remplir. Et on va le voir dans la deuxième partie. Ce qui est important de retenir, c'est que ce document unique, au même titre qu'au final, comme on a dit avant, nul n'est censé ignorer la loi, aucune entreprise ne peut déroger à l'établissement d'un document unique et donc vous avez l'obligation d'en établir un. Vous avez en dessous effectivement des sanctions administratives qui peuvent être prises en cas notamment d'accident. Alors c'est toujours pareil dans une entreprise, ça va dépendre de beaucoup de choses, aussi bien l'implication de la direction dans le domaine de la sécurité, où on va se dire, bon, au final, c'est pas grave si on l'a pas, et tant qu'il se passe rien, tant mieux. C'est toujours le jour où il va se passer quelque chose, et malheureusement, c'est là que c'est trop tard, parce que nous, ce qu'on veut, alors aussi bien en tant que responsable HSE qu'en tant que consultant, c'est que personne ne soit blessé dans les entreprises, et notamment les clients avec lesquels on travaille. Et donc, le fait de ne pas remplir ce document unique, en cas d'accident, vous êtes soumis à des amendes. Donc, vous voyez ici qu'ils peuvent aller jusqu'à 225 000 euros. On peut aller également sur du pénal, vis-à-vis du directeur de l'entreprise, vis-à-vis du DRH, vis-à-vis du responsable HSE. Donc, c'est un des premiers gros travaux d'établir ce document unique
qui doit être le plus détaillé possible. Donc, la définition, on l'a juste remis là, l'évaluation des risques professionnels en soi, la définition qu'on a, elle consiste en fait à identifier, évaluer les risques auxquels sont soumis les différents salariés dans votre entreprise ou dans votre organisation, mais également de mettre en place des actions de prévention pertinentes qui couvrent aussi bien les dimensions, on va dire, techniques, humaines et organisationnelles. L'idée d'un document unique, si vous voulez, c'est vraiment de repérer tous les différents postes de travail. Donc, on va pouvoir le répartir, pareil, en différentes fonctions. C'est soit on peut le répartir par unité de travail, et à l'intérieur, on va évaluer chaque poste de travail qui se trouve dans cette unité-là. Par exemple, on va prendre la maintenance, qui est une unité, on va prendre la méthode, qui est une unité, une chaîne d'assemblage, qui sera une unité. Là-dedans, on va évaluer les postes de travail. Ou alors, on peut très bien commencer par faire une évaluation par poste de travail directement. Donc, vous allez avoir le soudeur, vous allez avoir le monteur, vous allez avoir le technicien de maintenance, les électriciens. Donc, c'est à vous de décider, en fait, quelle est la méthode la plus adaptée pour votre entreprise ou votre organisation. Derrière, une fois que c'est établi, on va évaluer le niveau de risque et l'impact que va avoir tous les risques qui peuvent être admis au poste de travail. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'un soudeur, il va être soumis à un risque de brûlure, il va être soumis à un risque d'inhalation de fumée toxique. Et donc, derrière, on va estimer une probabilité et également une gravité par rapport à cette évaluation initiale. Et derrière, c'est ce que demande, c'est ce qui est dit dans la définition, en fait. C'est derrière, quelles sont les mesures techniques, humaines et organisationnelles que vous avez mises en place. Donc là, c'est important d'aller vraiment dans le détail en rentrant sur les mesures techniques qui sont mises en place. Par exemple, des hottes aspirantes, des cagoules aspirantes, des torches aspirantes, par exemple, pour les soudeurs. Vous allez avoir le côté humain qui va être mis en place. Donc, vous avez plus la personne qui va être sélectionné, qui va être formé sur son poste de travail. Et toutes les mesures organisationnelles, ça va être tout ce qui est procédure. Alors, on a les fiches de poste, les fiches de sécurité au poste de travail. Vous allez avoir les différentes formations. Vous allez avoir également l'expérience professionnelle des personnes qui est à prendre en compte. Et tout ça va vous donner une nouvelle évaluation. Parce qu'en mettant des choses en place, vous allez forcément diminuer la probabilité, on va dire l'impact, la gravité des choses qui pourraient arriver. Donc, ce document unique, c'est vraiment une réglementation avec des standards qui existent, du code du travail. On ne va pas repasser en revue complètement les différents articles. Vous les avez là, la présentation vous sera envoyée. Mais en tout cas, ce document unique-là, c'est vraiment votre base pour évaluer tous les risques. Et on va parler après de latex, par exemple. On va parler de tout ce qui est transport de matières dangereuses. Et là-dedans, on regroupe tout ce qui est risque chimique également, ce qui est un gros point dans les entreprises, est à reprendre dans ce document unique. On a vraiment l'ensemble des risques qui sont là-dedans et ça permet vraiment de connaître au mieux son entreprise. L'évaluation des risques, elle est basée sur les 9 principes généraux de prévention que vous connaissez peut-être déjà tous, mais en tout cas, la première chose qu'on veut faire, c'est d'éviter les risques. On est vraiment sur un fonctionnement dans une entreprise de prévention. L'idée, ce n'est pas de faire des choses après coup, une fois qu'il y a eu un accident, une fois qu'il y a eu un presque accident. L'idée, c'est vraiment faire de la prévention pour éviter tous les risques qu'on a dans l'entreprise. Derrière, c'est d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. Le risque zéro, on est d'accord, n'existe pas. Par contre, par exemple, chez Novalia, on est, on est 100% sur le fait qu'on peut atteindre le zéro accident en entreprise. On est convaincu de cette chose-là. Le risque zéro n'existe pas, mais suffisamment maîtrisé, et notamment à l'aide de ce document unique et d'autres choses qui sont mises en place, on arrive à atteindre le zéro accident dans les entreprises. Et là, on reparle encore une fois de cette culture sécurité qui est importante à mettre en place et qui doit être vraiment axée sur les employés, en partant du bas vers le haut. Derrière, c'est d'essayer de combattre les risques à la source. Aujourd'hui, on a de la technique, on a beaucoup de choses qui sont mises en place, on a du matériel qui évolue très rapidement. Ce n'est pas qu'en informatique ou dans les téléphones de dernière génération, aussi bien sur du matériel technique, des scies, différents outils de fabrication, même en allant jusqu'au chariot élévateur aujourd'hui, qui commencent à être équipés et qui commencent à être améliorés assez rapidement. La quatrième chose qui est importante, c'est d'adapter le travail à l'homme et pas l'inverse.
Ça, c'est encore dans quelques entreprises qu'on voit ce genre de choses-là. Il faut vraiment adapter le travail à l'homme, qu'il soit, on va dire, heureux de travailler dans l'entreprise, parce qu'au final, la motivation, le fait d'être bien au travail, et puis Bérénice reviendra sur le sujet plus tard, mais c'est vraiment un élément essentiel pour réussir à avoir une culture de sécurité et atteindre un zéro accident. Derrière, comme je vous ai dit, la technique évolue, donc c'est tenir compte de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins. Et là, l'exemple le plus facile, on va parler des risques chimiques, mais typiquement un produit chimique qui serait considéré dangereux, aussi bien par sa toxicité, par le fait qu'il soit cancérigène. Si on arrive à trouver un produit qui fait la même chose, qui fonctionne exactement pareil et où vous avez le résultat qui est le même, et là, vous avez l'aspect qualité qui rentre en compte dans une entreprise, mais si la qualité de travail est le même avec un produit qui serait moins dangereux, il ne faut pas hésiter à le changer. Et donc là, vous devez mettre en place sur les risques chimiques, alors l'évaluation des risques chimiques qui peut être rattachée au document unique, mais derrière, ce qui est important, c'est de faire vivre cette chose-là dans l'entreprise. Une fois que vous avez une évaluation des risques chimiques qui est mise en place, c'est de la faire vivre et toujours continuer à faire en sorte que, est-ce qu'on peut remplacer un produit par quelque chose qui est moins dangereux? Et on va limiter les risques et on va éviter beaucoup de dégâts derrière. Derrière, c'est planifier la prévention. Ça, c'est important aussi dans la sécurité. On a un devoir en tant que responsable sécurité, c'est ne jamais se précipiter. Aucun travaux, et ça j'insiste bien, aucun travaux ne devrait être fait sur la précipitation, au dernier moment, sans être prévu, sans être préparé. On parle de différents documents qu'on ne discute pas ici dans ce webinaire-là, mais tout ce qui est plan de prévention, consignation électrique, tout ce qui est permis de feu, permis de travail en zone ATEX, tous ces permis-là, tous ces documents-là permettent de planifier et de prévenir tout risque pendant les travaux. C'est important de les mettre en place. Aujourd'hui, à part vraiment question de sécurité grave et imminente, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait ne pas planifier les travaux et les faire en rapidité. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. On voit que beaucoup d'accidents arrivent dans ce domaine-là, sur la précipitation, sur le fait de vouloir aller vite et ne pas avoir pris en compte tous les risques. Donc vraiment, ces documents que vous avez en entreprise, et on peut accompagner sur l'établissement de ces documents-là ou des formations dans ce domaine-là, mais c'est vraiment de les remplir consciencieusement et de les remplir complètement avec les entreprises extérieures qui sont également à prendre en compte. Ensuite, c'est de prendre des mesures de protection collective. Elles passent toujours en priorité sur les mesures de protection individuelle. Ça paraît, on va dire, normal. Et c'est également de donner les instructions appropriées aux travailleurs. C'est de les former sur leur poste de travail. Ça va de l'intégration du premier jour, où l'accueil sécurité est obligatoire. Et donc, vous devez accueillir les opérateurs, les employés en les formant à la sécurité, mais également les former sur leur poste de travail. Et derrière, votre obligation, c'est également de valider leurs compétences au poste de travail. Donc, en soi, il ne suffit pas juste de mettre quelqu'un au poste de travail, le faire travailler pendant 2 jours, et puis au final, c'est bon, tu peux y aller, je te fais confiance. C'est vraiment d'utiliser, alors, bien souvent, nous, ce qu'on préconise, c'est d'utiliser une checklist de contrôle, une checklist de validation des compétences. Au bout d'un certain temps, au bout de quelques semaines, au bout d'un mois, ça c'est à vous de définir, c'est d'établir une grille de validation des compétences pour s'assurer que la personne elle soit compétente au poste de travail. Et si jamais ce n'est pas le cas, de mettre en place des mesures compensatoires derrière. On refait une autre formation, on retravaille avec la personne, on rediscute avec la personne jusqu'à ce qu'on valide qu'elle soit compétente. Donc voilà, ça c'est les 9 principes généraux de prévention. Derrière, j'ai un peu dit tout ça dans notre discussion, mais on accompagne vraiment sur tous ces sujets-là, aussi bien sur la mise en place du document unique, sur sa création, sur l'accompagnement, sur le fait de le remplir, de savoir identifier des risques, de faire, on va dire, un peu comme des audits de contrôle, mais dans le but d'établir un document unique. On va derrière vous aider à faire l'évaluation, la quantification des risques, et également la mise en place d'un plan d'action. Le fait d'être conseiller à la sécurité, de voir beaucoup de clients différents, nous permet d'avoir énormément de choses, d'exemples à vous donner, de choses qui peuvent être mises en place. C'est vrai que aussi bien nous, on a la connaissance, mais la connaissance, on l'a acquis avec le temps, avec les années, grâce à vous, nos clients, et peut-être vous, nos futurs clients
aussi, mais parce que voilà, chacun met des choses en place dans son entreprise et on a tendance à prendre souvent le meilleur de chaque entreprise pour pouvoir le conseiller à nos clients derrière. Derrière également, tout ce qui est sensibilisation, formation du personnel, des employés, des responsables HSE, de la direction, du management, on accompagne aussi là-dessus. Donc voilà, c'était un peu le chapitre sur l'évaluation des risques professionnels, vos obligations, ce que vous devez mettre en place. Et c'est vraiment le point, on va dire, si on compare ça à un corps humain, aussi bien la veille réglementaire, c'est le cerveau, mais le document unique, c'est le cœur. Et c'est lui qui va faire vivre tous les autres risques et tous les autres aspects derrière, dont on va parler maintenant, et notamment le prochain sujet qui est l'ATEX. Donc l'ATEX, pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi c'est important de mettre ça en place dans les entreprises, alors qu'ils sont concernés, hein? C'est tout simplement, c'est que les risques d'explosion, c'est ceux qui ont une fréquence de gravité les plus élevées. Il y a beaucoup plus d'accidents du travail lambda, les chutes de plein pied, les chutes dans les escaliers, et ainsi de suite. Il y a beaucoup plus d'accidents de ce type-là dans les entreprises que des explosions. Par contre, voilà, une chute de plein pied, on va avoir une entorse, on va avoir une foulure, on peut avoir une jambe cassée. La différence avec les explosions, c'est que bien souvent, on arrive vite avec des blessés graves, avec des brûlures graves, et on va vite arriver sur des personnes qui vont décéder. Donc, la gravité est beaucoup plus importante, malgré le taux assez faible d'accidents. Mais il y a à prendre en compte et à mettre en place des mesures de prévention. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle aussi de l'ATEX? Ça fait partie aussi des obligations de l'employeur et donc des directeurs d'entreprise, mais également des responsables HSE, puis HSE des entreprises. C'est que toute entreprise doit faire l'analyse du risque de l'explosion dans son entreprise, qui, elle, va être attachée à son document unique. Donc, ça fait partie en pièce jointe du document unique, mais vous devez établir est-ce qu'il y a un risque ou non d'explosion dans mon entreprise. Et donc, l'employeur, s'il y a un risque, a l'obligation d'établir un document relatif à la protection contre les explosions qu'on appelle le DRPCE ou le DRPE, ça dépend comment vous l'appelez. Mais dans tous les cas, vous devez prouver à un moment donné est-ce qu'il y a un risque ou est-ce qu'il n'y a pas de risque. Quand est-ce qu'on parle de risque d'ATEX? C'est dès lors qu'on va commencer à mettre en application dans nos process de fabrication, dans vos entreprises, des produits comme des vapeurs inflammables, donc tout ce qui est produit inflammable et tout ce qui va être poussière combustible. Dès qu'on a ces deux produits-là, on peut commencer à se poser la question, est-ce que j'ai un risque d'ATEX ou pas chez moi? Je reviens juste sur la slide d'avant, sur le DRPCE en soi. Il y a différentes étapes pour arriver à l'établir. La première, c'est définir le zonage. Donc, on a nos poussières combustibles, on a nos gaz et vapeurs inflammables. Derrière, on va en faire le zonage. Derrière, on a l'obligation de faire ce qu'on appelle une évaluation de risque d'explosion. C'est exactement le même style qu'une analyse de risque que vous faites en sécurité ou qu'on a fait par exemple pour le document unique, avec une probabilité que l'explosion survienne et en cas d'explosion, la gravité, l'impact que ça peut avoir. Derrière, on va faire ce que nous, on appelle alors le diagnostic du matériel ou l'adéquation du matériel, comme vous l'appelez. C'est vérifier que le matériel électrique, non électrique et le matériel simple que vous avez dans une zone ATEX ne posent pas de soucis et sont bien conformes à la zone à laquelle il est exposé. Derrière, on va mettre en place également dans le DRPCE toutes les mesures organisationnelles, c'est-à-dire aussi bien tout ce qui est détection de gaz, détection incendie, tout ce qui va être asservissement de détecteurs de gaz sur des installations électriques et ainsi de suite. Sur les mesures de formation que vous avez en place, est-ce que vous formez vos employés au risque ATEX, tout ce qui va être alarme incendie, les exercices d'évacuation, tout ce qui est moyens d'extinction, extincteurs, RIA, sprinklage, et ainsi de suite. Et derrière, en fonction des risques qu'on aura vus, on établira un plan d'action. Et donc, toutes ces choses-là, ces 5 points font le DRPCE derrière. Donc, c'est vraiment dans chaque entreprise, vous devez définir ou pas. Typiquement, à un moment donné, il faut que vous évaluez est-ce que j'ai des produits inflammables, oui ou non, est-ce que j'ai des poussières combustibles, oui ou non. Si dans les deux cas, vous n'en avez pas, c'est d'intégrer cette partie-là dans le document unique, une simple feuille A4 sur un Word. Vous établissez que vous avez fait votre analyse de risque, je n'utilise pas de produits inflammables, je n'utilise pas de poussière combustible, je ne suis pas soumis au risque ATEX et votre évaluation est faite.
Dans le cas contraire, si vous répondez oui à l'une de ces deux questions-là, il faut faire derrière le DRPCE et définir est-ce que potentiellement vous avez un risque ou non d'avoir des données affectées. Donc, tu peux passer à la solution. Donc, effectivement, deux types de zonage, tout ce qui va être gaz et vapeur, tout ce qui va être poussière. On a différentes réglementations. La plus importante, qui est la 99-92 CE, qui concerne vraiment les mesures de sécurité et de prévention pour les travailleurs. On aura la 2014-34 UE qui va être plus pour matériel. Et pour faire du zonage, on utilise une méthode analytique, alors qui n'est pas obligatoire en soi, parce qu'il y a énormément de guides qui existent pour faire du zonage. Il y a le guide du GESIP, en Suisse, on a le guide de la SOA Pro, on a le guide des industries de chimie, et ainsi de suite, des distilleries également, de tout ce qui est travaux de peinture. Mais on a également deux normes qui sont la 60-79-10-1 pour les vapeurs et les gaz et la 10-2 pour les poussières. Et donc, ça nous permet de faire un zonage analytique avec vraiment des mesures derrière à mettre en place. Je vais passer à la slide suivante. Donc, on a différentes zones. Je ne vais pas lire en détail ce qui est écrit sur la présentation, mais effectivement, pour les gaz et vapeurs, on va avoir la zone 0, 1 et 2. Pour tout ce qui est poussière, on va avoir 20, 21, 22. Vous avez à droite des exemples de schématisation, parce que c'est une des autres obligations en soi, c'est de définir, de schématiser le zonage que vous avez. Donc, chez Novalia, on a pris la décision de faire au maximum de ce qu'on est capable de faire en termes techniques, de faire du zonage en 3 dimensions pour permettre à nos clients d'avoir un visuel beaucoup plus important, et notamment pour les employés, de pouvoir afficher sur le local le zonage exactement qui se trouve dans le local. Pour que ce qui est le plus important pour nous, c'est que les employés qui travaillent dans ces zones-là puissent voir et connaître exactement leur zonage. Ce qu'on rencontre bien souvent, c'est sur les portes des locaux, avoir marqué zone 2, zone 1, zone 0, à proximité de tel objet, à proximité de tel mélangeur. Mais visuellement, ce n'est pas assez parlant. Donc, on a fait le pli au mieux aujourd'hui de choisir cette méthode-là. Donc, tout ce qui va être zone 0, c'est en général, c'est à l'intérieur du cube. Tout ce qui va être zone 1, ça va être autour des ouvertures. Et tout ce qui est zone 2, ça va être de l'accidentel. Et c'est exactement la même chose pour les poussières. Donc, après, tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, il n'existe pas vraiment d'obligation d'être formé à latex pour pouvoir faire le DRPCE. Donc, n'importe qui dans une entreprise peut le faire. Mais pour avoir suivi, donc moi j'ai un diplôme qui est le CFDA Explosion Protection Manager, c'est un diplôme européen. Pour avoir suivi, il y a quand même des connaissances à avoir, même aujourd'hui, on en apprend encore tous les jours. Pour arriver à faire vraiment un zonage précis, et ça c'est vraiment aussi un avantage que vous pouvez avoir, c'est que si vous faites un zonage vraiment analytique précis, vous pouvez éviter de faire du surzonage. Et c'est un avantage pour vous, c'est que si jamais vous avez beaucoup de matériel électrique dans un local, si on vous dit que vous avez une zone de 50 cm de haut dans votre local, tout le matériel qui va être en hauteur, je parle notamment les luminaires, les détecteurs de fumée, ainsi de suite, n'ont pas besoin d'être ATEX. Donc ça, c'est vraiment un avantage de pouvoir faire du zonage vraiment très précis. La méthodologie, je ne reviens pas forcément dessus, je voulais expliquer les 5 grosses étapes pour faire un DRPCE derrière. Et également, on accompagne sur la sensibilisation et la formation des personnes. Donc voilà, ça c'est un récapitulatif de comment est-ce qu'on fait l'assistance à la réglementation ATEX au sein de Novalia, mais ça reprend tout ce qu'on vient de discuter ensemble juste avant. Je vous le laisserai regarder. Pour terminer sur ma part, donc le transport de marchandises dangereuses, je suis également conseiller à la sécurité, est considéré pour le transport des marchandises dangereuses, donc c'est la manipulation et le transport de marchandises dangereuses. Et là, on parle vraiment, alors ce n'est pas du tout la même réglementation que la réglementation CLP, les programmes que vous pouvez voir sur les produits chimiques, qui va être dans le document unique sur l'évaluation des risques, également sur l'évaluation des risques chimiques. Là, vous avez les pictogrammes avec le petit liseré rouge autour. Ça, c'est pour les dangers sur la santé humaine. Dans le transport des marchandises dangereuses, on parle vraiment de produits qui pourraient être dangereux pour le transport sur la route. Donc, nous, on parle vraiment là d'ADR. Et ça concerne vraiment toute la chaîne logistique. Donc, ce n'est pas parce que vous ne faites pas de transport dans vos entreprises que vous n'êtes pas forcément soumis à l'ADR.
et que vous n'êtes pas forcément soumis à l'obligation d'avoir un conseiller à la sécurité. Quand on parle de chaîne logistique, on parle vraiment d'emballage. Si vous emballez des produits finis, par exemple, ou des déchets qui vont partir, ben c'est de l'ADR. L'expédition, le chargement, le remplissage, le transport, si vous êtes transporteur de déchets, mais également le déchargement de déchets ou le déchargement de matières premières. Vous commandez des grosses quantités de produits chimiques qui sont soumis à l'ADR. Si vous les déchargez chez vous, vous êtes soumis à l'ADR. Donc, c'est ce que je viens de dire, c'est toute entreprise dont l'activité comporte des opérations qui sont dans cette chaîne logistique sont soumises à l'obligation de respecter l'ADR. Et là, vous avez deux solutions. C'est soit vous êtes soumis à l'obligation d'avoir un conseiller à la sécurité, donc de nommer un conseiller à la sécurité soit en interne, soit en externe, mais celui-ci doit être formé. Donc, il y a une formation vraiment spécifique. En France, c'est le CIFMD qui forme. En Suisse, il y a plein d'autres organismes, par exemple, qui forment également les conseillers à la sécurité. Mais derrière, nous, ce qu'on préconise, c'est de faire un audit. Alors, c'est ce qu'on propose aussi, c'est de faire un audit initial chez nos clients pour définir au final est-ce qu'ils sont soumis ou non à l'obligation d'avoir un conseiller à la sécurité. En gros, il y a une histoire, alors je ne vais pas rentrer là en détail parce que je vois que le temps avance aussi, mais en gros, il y a une histoire de seuil du point 1136. Si vous êtes en dessous, vous ne transportez plus en dessous de ce seuil-là, vous n'êtes pas soumis à la déclaration d'un conseiller à la sécurité. Si vous faites plus de 2 transports par an au-dessus de ce seuil-là, vous êtes soumis et ainsi de suite. Mais ça, on vous aide à le définir et on peut en discuter déjà même juste par téléphone si vous le souhaitez. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est à prendre en compte chez vous. Donc, la définition d'une marchandise dangereuse, c'est vraiment une matière, un objet, des mélanges, des solutions, des préparations et principalement aussi des déchets qui sont dangereux pour l'homme et l'environnement lors du transport. Donc, toutes ces marchandises-là, elles sont couvertes par la réglementation européenne sur le transport, donc c'est la fameuse ADR. Il faut également faire attention parce que si jamais vous faites du transport de vos matières terminées, vos matières finies, vos déchets, ainsi de suite, vous les transportez aussi par voie fluviale, ferroviaire, donc par le train ou par l'avion, il y a d'autres réglementations qui rentrent en compte. Donc, par exemple, les voies fluviales, ça va être tout ce qui est MDG, ferroviaire, ça va être le RID, et tout ce qui va être par l'avion va être le IATA. Donc, vous pouvez très bien être soumis à 2, voire 3 réglementations différentes. Votre marchandise, vos produits finis partent de chez vous en camion, le conteneur est transféré sur un bateau, et à l'arrivée, il est transféré pas dans un avion, et puis ça part ainsi de suite, vous serez soumis à la réglementation ADR, IMDG et IATA. Donc voilà, vous pouvez avoir les 3, et c'est ce qu'on appelle le transport multimodal. Mais vous devez faire attention et vous devez vérifier dans vos entreprises est-ce que vous êtes soumis à ces choses. L'ADR qui est en bas, donc on a différentes choses. Donc on a l'ADR qui sont ici, ces 2 volumes qui font à peu près 700 pages chacun, qui nous donnent toute la réglementation ADR. On parle souvent des produits comme ça, on a des codes UN. Donc, c'est des codes à 4 chiffres qui sont les codes UN. Et chaque code UN a derrière une réglementation, aussi bien sur l'emballage, le type d'emballage à définir, les moyens de transport, les étiquetages à mettre en place, et ainsi de suite. Donc, vous devez le respecter. Et derrière, on a des arrêtés, des décrets spécifiques. En France, on a l'arrêté TMD, qui est vraiment spécifique à la France, qui rajoute de la réglementation. La Suisse, par exemple, on a la SDR, donc c'est une ordonnance, la SDR, qui est, on va dire, l'équivalent de l'arrêté TMD, mais sur des choses spécifiques pour la Suisse. Et chaque pays a comme ça des textes spécifiques à lui. Et donc, pour terminer, alors je passe rapidement dessus, mais vous avez les différentes classes. Et c'est vraiment aussi pour vous montrer que c'est différent de la réglementation de CLP, donc du risque évaluation, enfin de l'évaluation de risque chimique. Vous voyez ici les pictogrammes pour l'ADR, ce n'est pas du tout la même chose que les pictogrammes que vous avez l'habitude de voir sur les produits chimiques avec le liseré rouge. Et donc, eux, ils sont répartis en 9 classes que vous voyez ici. On a des matières explosives, des gaz, des peroxydes organiques, des matières toxiques. Ce qu'on rencontre le plus, ça va être la classe 3, les liquides inflammables. Tout ce qui va être d'acerie, déchets d'acerie, ça va être une classe 6.2, toutes ces matières infectieuses. On va avoir les matières corrosives, les batteries qui vont être là-dedans. Vous allez avoir aussi des aérosols. Les aérosols, vos déchets d'aérosols, par exemple, c'est des choses qui sont soumises à l'ADR. Donc, si vous avez un atelier de maintenance chez vous ou des techniciens qui utilisent de temps en temps des aérosols,
vous ne pouvez pas les jeter dans la simple poubelle comme ça. Il y a vraiment des obligations à respecter pour envoyer ces aérosols-là. Idem pour les batteries, idem pour les piles. Alors, on parle principalement des piles au lithium, mais aujourd'hui, on en trouve de plus en plus. Donc, c'est aussi de la marchandise qui est soumise à l'ADR. Donc, voilà pour la partie ADR. Donc, nous, on a aujourd'hui 2 conseillers à la sécurité dans l'équipe Novalia. On peut vous aider à définir si vous êtes soumis ou non à l'obligation d'avoir un conseiller à la sécurité. Et derrière, on fait, alors le conseiller à la sécurité, l'obligation qu'il a, pardon, c'est de faire un audit annuel par an et un doit être mis avant le 31 mars de chaque année. Donc là, nous, on est en train de faire nos audits, de terminer nos audits ADR chez nos clients. Les rapports doivent être finis pour le 31 mars. Et là, on a audité les années 2021. Et donc ça, c'est chaque année. On propose également une assistance. Donc, quand vous avez un contrat, par exemple, avec nous, derrière, vous avez une aide limitée. C'est-à-dire que tous vos déchets, toutes vos marchandises, vous avez la moindre question dessus. On y répond, ça fait partie de notre contrat. Et également, on propose tout ce qui est formation, réalisation du plan de sûreté. Parce qu'il y a des marchandises qui sont aussi soumises à un plan de sûreté. Mais ça, c'est l'ADR qui le définit. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à sous-estimer, l'ADR. Il faut vraiment prendre en compte ce risque-là dans vos entreprises et définir si vous êtes soumis ou pas à avoir un conseil à la sécurité ou au moins, en tout cas, à respecter l'ADR. Et du coup, je vais prendre la relève pour parler des risques psychosociaux. Alors, les risques psychosociaux, c'est un risque qui a souvent été considéré un petit peu à part dans la santé et la sécurité au travail. Aujourd'hui, il est vraiment considéré entièrement comme un risque professionnel. Il est défini comme un risque pour la santé mentale, physique, sociale, qui est engendré par les conditions d'emploi, les facteurs organisationnels et relationnels qui sont susceptibles d'interagir avec notre fonctionnement mental, psychologique. Aujourd'hui, c'est un risque qui en fait est très, très bien encadré, à la fois, du point de vue européen, mais également, si on prend le cas de la France, on a de nombreux accords qui existent par rapport au stress, par rapport au harcèlement, moral et sexuel, également par rapport aux violences de toutes sortes au travail. On a également bien sûr la norme ISO 45001 qui traitait déjà en fait de ce risque-là, puis qui est complétée aujourd'hui par la norme ISO 45003 qui traite spécifiquement en fait de la gestion de la santé et de la sécurité psychologique sur le lieu de travail. Donc aujourd'hui, on a vraiment une réglementation assez foisonnante et pour autant, c'est vrai qu'on a toujours et on constate toujours de nombreuses difficultés dans les entreprises pour arriver à prévenir efficacement ce risque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour prévenir ces fameux risques psychosociaux, qui sont donc le stress, les conflits internes ainsi que les conflits externes à l'entreprise, eh bien, pour arriver à les prévenir, il faut d'abord s'intéresser aux facteurs de risque qui sont émergents et qui sont présents au sein de l'organisation. Ces facteurs de risque, et c'est eux qu'il va falloir mesurer, qu'il va falloir vraiment comprendre et introduire en tant que risque à part entière dans l'entreprise, en tant que danger, entre guillemets. Ça va être tout ce qui va être relatif aux marges de manœuvre de l'employé, à l'intensité et au temps de travail, à la dégradation des rapports sociaux au travail, donc de tout ce qui va être relations hiérarchiques, aux relations entre collègues, par exemple, au conflit de valeurs, bien sûr, entre ce que promeut l'entreprise et les valeurs du salarié en lui-même. Tout ce qui va être relatif aux exigences émotionnelles, donc le fait de sourire quand on n'a pas forcément l'envie ou qu'on n'est pas dans les conditions qui feraient qu'on a envie de sourire. Donc, je prends par exemple le service, qui est un secteur très touché par ce risque-là en particulier. Et tout ce qui va être insécurité perçue au travail, donc liée aux problématiques économiques, financières de l'entreprise, aux crises économiques, etc. Donc, ces facteurs de risque, ce sont eux qui vont entraîner ce qu'on appelle un risque d'exposition à certaines probabilités, donc d'être soumis au stress, à des conflits, donc des violences à tous les niveaux en fait, de l'entreprise, des situations de harcèlement de n'importe quel type, ainsi que des conflits externes, que ce soit avec les usagers, les clients, les prestataires, etc., etc. Ces fameux risques qui vont entraîner ce qu'on appelle des troubles psychosociaux, donc des troubles pour le salarié
pour sa santé et sa sécurité, puisque bien sûr, le souci, en fait, la vraie problématique, celle pour laquelle on s'est avant toute chose intéressé aux risques psychosociaux, c'est qu'on s'est aperçu qu'une personne qui est pas bien dans son travail, c'est pas seulement qu'elle est moins efficace, c'est qu'elle est plus susceptible d'avoir un accident. Vous l'avez sans doute vous-même constaté, quand vous prenez le volant alors que vous êtes dans un état psychologique qui n'est pas très stable, forcément, vous êtes moins vigilant, vous êtes concentré sur autre chose, vous êtes parfois plus fatigué et donc vous êtes plus susceptible d'avoir un accident de la route. Ici, c'est exactement la même chose. Donc, le fait d'avoir des risques psychosociaux de plus en plus importants, de soumettre de plus en plus les salariés à ces risques, fait qu'ils sont plus à risque pour des problématiques de santé, donc de santé physique, des problèmes de cœur, des problèmes de tension, des AVC aussi, et également des problématiques de sécurité, donc ça augmente le risque d'accident au travail. Ça va également, bien sûr, avoir des conséquences organisationnelles, telles que la baisse de productivité, la hausse de turnover, donc de plus en plus de gens vont partir, ils vont moins avoir envie de rester au sein de l'organisation, surtout qu'aujourd'hui, les risques psychosociaux sont quand même de plus en plus médiatisés, donc c'est un facteur déterminant quand on intègre une entreprise, de savoir ce qu'elle a mis en place pour les prévenir. Et puis, bien sûr, il y a une atteinte de l'image de l'organisation en elle-même qui va se répercuter à tous les niveaux, que ce soit au niveau des consommateurs, de ses fournisseurs, de tous ses clients en général. Donc, il convient généralement de faire appel à des psychologues du travail en France qui sont référencés par le répertoire Adélis, qui assure qu'ils ont bien le titre de psychologue du travail et qui vont être spécialistes en fait de la prévention des risques psychosociaux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de consultants en risques psychosociaux et on peut très bien arriver en fait à intégrer toute une méthodologie, une approche qui permet de les prévenir. Néanmoins, il existe un métier qui en lui-même est fait pour ça à l'origine, qui est bien le métier de psychologue du travail. En termes d'intervention, il va s'agir bien sûr de diagnostiquer et d'évaluer les risques psychosociaux et comme je le disais, comme n'importe quel risque, donc de bien intégrer ce risque dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, puisqu'aujourd'hui, on a bien des méthodologies qui nous permettent de le faire. À la fois grâce à des questionnaires qui sont standardisés, donc étalonnés, c'est pas les questionnaires, on va dire, qu'on va voir dans Femmes Actuelles, si j'ose dire, mais c'est vraiment des questionnaires qui sont faits pour cette évaluation et d'une méthodologie pour les entretiens individuels et collectifs qui va permettre de vraiment intégrer ces risques ensuite dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et bien sûr, après, on va pouvoir proposer toute une série de sensibilisations, de formations, et ce, à tous les niveaux, de façon privilégiée plutôt pour les managers et l'encadrement qui vont vraiment véhiculer ces messages, mais également pour tous les salariés ainsi que la direction. Après, on va également proposer toute une série d'arcs, en fait, puisque la prévention des risques psychosociaux, mais comme n'importe quel risque, ça va se jouer à la fois sur l'aspect prévention primaire, c'est-à-dire de vraiment évaluer en amont et puis mettre en place des démarches de prévention pour éviter que le risque ait une incidence sur les salariés. Mais ça va également consister à pouvoir proposer des formations, des sensibilisations, des interventions psychologiques, le cas échéant, bien sûr, avec certains de nos partenaires qui sont des permanences psychosociales, des accompagnements psychologiques et des psychothérapeutes qui vont pouvoir aider en fait les salariés avec des groupes de parole, par exemple. Et puis, bien sûr, la gestion d'événements graves, qui est un élément déterminant qu'on ne peut pas laisser de côté et qui est malheureusement de plus en plus présente aussi et qui nécessite un accompagnement particulier en termes de prévention tertiaire. Donc ça, c'est vraiment un petit peu ce que je voulais vous dire sur la prévention des risques psychosociaux. Et je vais rebondir sur un sujet qui, on va dire, est de plus en plus lié, mais pas vraiment aux risques psychosociaux eux-mêmes, mais plus à tout ce qui va concerner la responsabilité sociale de l'entreprise et dont font partie les risques psychosociaux. Un autre sujet qui va être plus un aspect environnement et qui va être les émissions de gaz à effet de serre. Donc, les émissions de gaz à effet de serre, on va en parler aussi aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé et quelque chose qui interroge en fait de plus en plus de personnes du fait d'une réglementation qui insiste de plus en plus vers la nécessité de prévenir les émissions de gaz à effet de serre au sein des entreprises.
Les gaz à effet de serre, ça va être présent dans l'atmosphère terrestre, ça va emprisonner en fait les rayons du soleil en absorbant une partie de ces rayons, ce qui va permettre en fait à la base de stabiliser la température à la surface de la Terre. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose à la base puisque c'est ce qui fait qu'on n'est pas à moins 50 degrés sur la Terre. Le problème, c'est quand effectivement ces émissions sont de plus en plus présentes et trop présentes, ce qui cause en fait une stagnation et un effet de serre, c'est-à-dire que la température est bloquée et augmente en fait dans l'atmosphère, ce qui provoque le réchauffement climatique. Afin d'éviter ça, c'est vrai que de plus en plus de réglementations existent aujourd'hui et obligent certaines entreprises à mettre en place en fait des démarches de prévention et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a également de plus en plus d'initiatives internationales, notamment le Standard Science-Based Targets, qui est une initiative qui en fait incite de plus en plus d'entreprises à mettre en place des objectifs pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre, avec notamment la nouvelle norme Net Zero Standard, qui est une norme qui va fournir tout un tas de conseils et d'outils pour parvenir à atteindre ces objectifs de réduction. Donc aujourd'hui, il y a de vraies incitations à réduire en fait les émissions de gaz à effet de serre, à réduire notamment différents types d'activités, donc tout ce qui va être combustion d'énergie fossile, production de ciment, déforestation tropicale, qui va produire en fait du dioxyde de carbone. Également des charges agriculture, élevage qui vont plutôt produire du méthane, de l'agriculture, des procédés industriels, l'utilisation d'engrais bien sûr qui vont produire du N2O, et puis tout ce qui va être procédés industriels, spray, réfrigération, en fait tous ces procédés qui vont utiliser du gaz fluoré. Aujourd'hui, on sait que les émissions de gaz qui sont les plus importantes, c'est les émissions de CO2 et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises vont davantage se concentrer sur la réduction de ces émissions-là, notamment en réduisant la consommation d'énergie et plus particulièrement d'électricité. Donc, ce qu'on peut initier et ce à quoi on peut vous accompagner le cas échéant et ce qu'on fait avec les entreprises actuellement, c'est d'initier un bilan de gaz à effet de serre qui va généralement être conjointement de toute façon fait avec un bilan énergétique et qui va passer par bien sûr une délimitation du périmètre qu'on souhaite évaluer, puisqu'aujourd'hui, on a différents types d'émissions qui peuvent exister de façon directe ou indirecte, et donc on va pouvoir travailler en fait avec les entreprises pour savoir jusqu'où est-ce qu'elles veulent aller, sachant que bien sûr l'idéal c'est toujours d'aller jusqu'au dernier scope d'émissions indirectes, même si c'est là que bien sûr repose le plus de difficultés. C'est là qu'on va avoir les dernières émissions, celles qu'on ne sait pas, celles qu'on ne voit pas au quotidien, mais qui sont pourtant bel et bien présentes et parfois les plus importantes d'ailleurs. Toute cette analyse, en fait, elle passe par une collecte de données, que ce soit par rapport à des factures, des données RH, des bilans, en fait, qu'on va pouvoir analyser avec différents types d'outils, l'outil bilan carbone, le GHG protocole, qui sont des outils maintenant reconnus internationalement et qui vont nous permettre donc d'établir un bilan, de restituer ce bilan et puis de pouvoir proposer des préconisations ainsi qu'un plan d'action. Ça va également pouvoir permettre de proposer un suivi avec des outils simplifiés pour étudier les gaz à effet de serre de son entreprise. Et puis, bien sûr, à côté de ça, on propose des sensibilisations et des formations. Donc ça, c'est un sujet qui aujourd'hui est de plus en plus évoqué, en fait, et qui préoccupe de plus en plus d'entreprises industrielles notamment, et sur lequel, bien sûr, on essaye aussi de s'implanter et de proposer des démarches qui peuvent répondre à ces besoins-là, qui sont, là encore, à la fois un besoin réglementaire, bien sûr, mais aussi un besoin pratique pour l'entreprise de pouvoir maîtriser ces risques et l'ensemble des émissions qui peuvent être liées à sa consommation en général et puis bien sûr à l'amélioration en fait de son efficacité. Donc voilà un petit peu pour ma part et puis je vais peut-être laisser Patrice reprendre la main pour la dernière partie. Avec plaisir, merci aux différents intervenants. Comme vous l'avez vu, c'est assez foisonnant. Ce qu'on a essayé de faire, c'est effectivement prendre un peu de distance et d'essayer de parler de problèmes globaux en ayant, je le répète, une vue un peu subjective sur la chose.
C'est-à-dire qu'en gros, c'est beaucoup mêlé à notre retour d'expérience. Et pour reprendre juste le dernier point que Bérénice a évoqué sur les gaz à effet de serre, il y a de plus en plus de grands groupes qui ont fixé pour une année X, en général 2030, un objectif extraordinaire qui s'appelle zéro carbone, c'est extraordinaire. Ça va être un peu compliqué, mais en tout cas, le vent de l'histoire est dans ce sens-là et ça fait partie maintenant, comme l'a dit Bérénice, effectivement, de préoccupations importantes des uns et des autres et donc représente un risque, au moins marketing et certainement environnemental. Alors, en résumant 2 slides simplement, quel était le message? Il y a des choses qui viennent du haut, qui ne viendront jamais donc de la base, et ce qui vient du haut et de la direction d'entreprise, c'est tout ce qu'il y a de rapport entre de la veille réglementaire et les exigences, même si on voit clairement une pression en particulier syndicale concernant l'application de cette réglementation, mais en général, c'est bien un acte de direction sur la veille, sur la conformité, clairement. Le risque ATEX ou TMD, on l'a dit et je le répète, il n'est pas, enfin, il est très réglementaire et très pragmatique, donc il ne vient pas forcément des opérateurs eux-mêmes, parce qu'il faut des connaissances techniques sur ces sujets-là, et il faut en plus de l'expertise. Et le problème n'est pas que de faire de l'analyse de risque, c'est l'avant-dernier point de la slide, c'est qu'à partir du moment où j'ai décelé mes non-conformités, il faut que je puisse avoir une possibilité d'agir, c'est-à-dire de faire des plans d'action. C'est très bien la théorie, c'est beaucoup mieux de passer à la pratique sur ces sujets-là. Et donc, tout ça, dans ce mélange-là, ça je suis dans la partie 1 qui est de dire ce qu'il faut suggérer et imposer, ça permet d'assurer la conformité et de la maîtrise opérationnelle des risques. Et une fois de plus, le deuxième sujet ou la deuxième approche, c'est ce que vous devez faire naître, pas ce que vous devez imposer. Et c'est vrai, enfin, ça fait quelques années que je suis dans le métier, on est parti toujours d'une approche, il faut mettre le casque, mettez les chaussures de sécurité, etc. C'est très bien, sauf que surtout chez les opérateurs un peu plus expérimentés ou âgés, c'est compliqué. Sauf si vous prenez le problème dans l'autre sens et que vous prenez l'atelier ensemble et que vous dites maintenant quels sont tes risques, pense à tes enfants, à ta femme, à qui sais-je, et dis-nous ce qui est nécessaire pour toi dans l'emplacement du travail ou dans l'activité que tu as tous les jours. Et c'est cette fameuse culture sécurité ou culture bottom-up, et c'est pour moi absolument essentiel en termes pédagogiques et en termes de baisse de fréquence gravité, c'est que si vous faites naître des règles depuis le collaborateur et l'atelier, elles auront beaucoup plus de chances d'être appliquées et pas discutées parce que vous les aurez fait générer dans un endroit où les gens sont directement concernés. Et une fois que ce travail est fait, c'est un travail de longue haleine, c'est plus simple de dire mettez le casque plutôt que d'aller faire ce que Michael adore faire, 15 ateliers dans les ateliers pour faire naître l'idée. On est bien d'accord que ça prend plus de temps, mais l'efficacité de la culture sécurité, de faire partir de la base, est beaucoup plus importante. Et une fois que vous avez le matériel de base de cette culture sécurité, vous pouvez remonter, consolider et faire des modes opératoires qui sont intelligents parce que partagés. Et donc, la culture sécurité, c'est 3 leviers de performance. Il y a la sécurité technique, dont on a beaucoup parlé, les systèmes de management, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui donnent un cadre de travail extrêmement efficace pour organiser une place de travail, un site industriel ou une division. Et puis, il y a bientôt, et bien sûr, pardon, les facteurs humains et organisationnels qui sont essentiels dans cette affaire-là. Et donc, tout le point est de faire baisser cette fréquence gravité. Et je lance un dernier appel par rapport au directeur financier, parce qu'on a très souvent, par expérience,
ce point où on se dit, OK, si on veut faire ça, il faut que j'ai un investissement, ou j'ai une dépense. Et puis le directeur financier met ça dans son budget ou dans sa comptabilité, dans un coin de dépenses, sans jamais regarder à quel point est-ce que les assurances accidents, les assurances sociales augmentent si des accidents ont eu lieu. Donc, il y a une espèce de difficulté majeure au sein des entreprises de réconcilier l'opérationnel avec le financier en expliquant aux financiers quelles sont les conséquences visibles et moins visibles des fréquences gravité des accidents. Et ça, c'est un point qu'on rencontre tous les jours avec une très grande difficulté. Moi, je viens de ce monde-là, donc je peux le dire. Les finances ont un tout petit peu de difficulté à relier en réalité les mesures de prévention et leurs coûts et le temps de retour sur l'investissement qui est très faible à partir du moment où vos assurances augmentent chaque année. Voilà, c'était ceci en passant. Nous sommes donc, on a peu d'avance, on avait dit 15h30, donc on a 20 minutes au moins pour des questions ou des échanges. Donc, ceux qui veulent intervenir ouvrent leur micro, posent les questions qu'ils veulent ou font les remarques ou compléments nécessaires. Merci à Merci tous, beaucoup. à très Merci à bientôt. tous. Merci à tous. Merci, Merci. au revoir.